Alors, bienvenue pour ce nouveau cours de vérification des systèmes numériques. On va parler aujourd'hui des scripts. On a déjà discuté du fait que ça serait bien de pouvoir automatiser tout ce qu'on peut. Pour pouvoir automatiser, évidemment, il faut pouvoir scripter les choses de telle manière à ce qu'on puisse lancer automatiquement des traitements, des vérifications, sans avoir besoin d'une intervention humaine. Alors, on va décomposer ça en deux parties. On va discuter des scripts principalement pour QuestaSim. Et puis, il y aura une deuxième vidéo sur les makefiles, et voir ce qu'on peut faire d'intéressant avec des makefiles à la C-style, disons, d'une certaine manière. Alors, vérification automatique, on est d'accord que le but de la vérification, c'est d'être le plus complet possible, d'arriver avec un résultat qui serait un OK, pas OK, si possible avoir des logs qui sont pertinents pour retrouver où sont les erreurs, qu'est-ce qui s'est mal passé, ça semble assez logique. Pouvoir aussi indiquer l'instant où une erreur a été observée. Potentiellement stopper la simulation sur une erreur. Alors ça dépend du degré de gravité de l'erreur. Donc typiquement on aura des erreurs qui vont laisser la simulation continuer. On pourrait avoir des failures, où à ce moment-là on considère que c'est trop grave et puis on peut se permettre d'arrêter la simulation dans un cas comme ça, parce que de toute façon tout ce qui se passe après sera à peu près n'importe quoi. Ça sera intéressant à la fin aussi d'indiquer le nombre d'erreurs qu'on a observées, d'accord, chose qu'on peut faire avec un logger un peu bien écrit. Et puis l'idée d'automatiser le tout, c'est que ça permet de revérifier facilement quelque chose. Vous pouvez lancer un script de vérification pendant la nuit, qui va faire pas mal de tests complets. Et puis le matin, quand vous revenez au bureau, vous pouvez observer ce qui s'est passé. Si ça s'est bien passé, c'est parfait. Si ça s'est mal passé, il y a peut-être un des tests à relancer, cette fois-ci avec peut-être un chronogramme pour observer effectivement ce qui se passe à l'intérieur. D'accord? Là, on n'est plus dans de l'automatique, dans le sens où il faut quand même à un moment donné un humain pour aller voir qu'est-ce qui est faux quelque part. D'accord? Mais on peut le rejouer en fait facilement. Et donc, avec un script, on pourra le relancer sans avoir besoin de recliquer partout, parce qu'évidemment, chaque fois qu'on clique quelque part, c'est une erreur potentielle qu'on fait, c'est du temps perdu pour pas grand-chose, et puis c'est plus difficile à partager avec un collègue, s'il faut à chaque fois expliquer, oui, alors tu vas cliquer là, ensuite ici, ensuite oublie pas de faire ça dans tel ordre, parce que sinon ça va mal se passer. Évidemment, on a quelque chose qui ne sera pas vraiment efficace, et puis avec beaucoup de risques d'erreur. Voilà, si on a un script, qu'on peut le passer à un collègue, et il a juste à l'exécuter pour que tout se passe comme il faut, c'est une bonne pratique, c'est quelque chose qui va faire gagner du temps sur le moyen et long terme, et puis qui fait qu'on peut travailler en équipe aussi beaucoup plus facilement. On va donc minimiser les interactions utilisateurs, donc comme je disais, on ne veut pas cliquer en fait sur plein d'éléments d'un truc graphique, donc ce qu'on va mettre en place, c'est des scripts qui pourraient être lancés en ligne de commande. On va parler de Questa, donc les exemples qui suivent seront tous liés à Questa, sachant que chaque outil de simulation a son propre scripting d'une certaine manière, et ça va se ressembler. Donc tout ce qu'on voit ici, c'est des choses qui seront applicables à d'autres logiciels, d'accord, mais en l'occurrence, ça sera des exemples pour Questa. Et puis, voilà, Questa, jusqu'à présent, vous l'avez lancé plutôt en mode graphique. Avec ces scripts, on peut le lancer soit en mode graphique, soit en mode ligne de commande. Ça gagne du temps en fait au démarrage, dans le sens où il n'y a pas besoin de créer toutes ces fenêtres qui prennent du temps dans Questa. Et donc vous avez tout en ligne de commande qui se passe, et donc si vous lancez ça pendant la nuit pour faire des tests de régression, c'est parfait. Vous n'avez pas besoin d'une interface graphique qui s'ouvre, qui ne servira à rien du tout. Alors, ici un petit exemple de script tout simple. D'accord, en général, dans le cours, on les appellera des sim.do. Le point .do, c'est un peu ce qui était utilisé dans Model Sim à l'époque. C'est en fait du TCL, TCL-TK en fait, qui est utilisé par Questa. D'accord, donc ça c'est la syntaxe qu'on va retrouver à l'intérieur. Voilà, un sim.do tout simple, la base de la base, je dirais. On va se retrouver avec quoi? L'idée de se définir la bibliothèque de travail, on va travailler dans Work. Ensuite, on compile ici un compteur, visiblement. Ici, on compile le test bench associé. L'idée d'avoir le underscore TB pour savoir qu'on est bien sur le test bench de ce compteur-ci. Ensuite, on lance la simulation, vsim work.counter underscore TB. D'accord, comme ceci. La simulation, là, elle est lancée. C'est-à-dire que le design a été élaboré avec ce qui a été compilé précédemment. Ensuite, là, un petit exemple pour ajouter au chronogramme, en fait, l'ensemble des signaux
de manière récursive de tout le système. Et puis run-all, run-all, ça va lancer la simulation ad aeternum, c'est-à-dire que là, le script dit, bah, vas-y, vis ta vie et fais ce que tu veux. Et donc là, ça part du principe que c'est le test bench qui sera responsable d'arrêter la simulation lorsqu'il aura testé assez de cas ou qu'il est satisfait de ce qui s'est passé. D'accord? Donc ça, c'est quelque chose qu'on mettra en place aussi, des test bench qui s'arrêtent tout seuls, de telle manière que ce ne soit pas le script qui doit décider ça. Alors pour exécuter ce script, différentes manières de le faire. On peut le faire via l'interface graphique, donc quand vous avez QuestaSim qui est ouvert, vous pouvez taper do sim.do ou le chemin relatif en fonction de où il se trouve. On peut le faire aussi en ligne de commande, donc si vous êtes dans un terminal et puis que vous lancez vsim, vous pouvez ajouter comme argument -do le nom du script ou le chemin amenant au script. D'accord? Ça va lancer en fait l'interface graphique et ensuite exécuter ce script-là. Ça vous lance directement ce que vous avez dans ce script. On peut le lancer, comme je disais, aussi en ligne de commande. On va juste ici ajouter un -c pour dire on reste en ligne de commande. Et donc là, on n'a pas d'interface graphique qui est lancée. Et on se retrouve dans le terminal avec tous les messages que normalement on observe dans la console Questa. Ça permet de gagner du temps et d'automatiser les choses aussi. Il y a un petit truc délicat, c'est que voilà, les scripts, on peut leur passer des arguments. Ce qui sera pratique, en fait, on verra pourquoi est-ce que ça sera utile. Si on est en ligne de commande dans le terminal, et il faut faire un peu attention, parce qu'en fait, on doit faire un vsim-c, -do, et puis après mettre entre guillemets ce qu'on va faire. Et ce qu'on va faire, en fait, on remet la commande do à l'intérieur. Pourquoi est-ce qu'on a ces guillemets? Parce que le -do, c'est on va exécuter quelque chose. S'il n'y avait pas les guillemets, on ne saurait pas si les arguments qui suivent sont les arguments pour le script ou pour la commande vsim, d'accord? Donc il faut faire attention, il y a ce double do à mettre ici. Puis là, on peut lancer avec le script et certains arguments qu'on pourrait avoir derrière. Voilà comment donc on peut lancer des scripts. Alors je vous montre ici rapidement quelques commandes standards. Donc la commande do qui va exécuter un script. Donc typiquement, là, nous, on va rester avec un seul script en général. Mais pour pas mal de projets, on décompose ça en plusieurs parties. Donc on pourrait avoir un script juste pour la compilation du design, on pourrait avoir un script pour la compilation du test bench. Typiquement, quand vous avez un chronogramme dans QuestaSim qui est ouvert, vous pouvez le sauver, ce chronogramme, parce que vous avez choisi votre format en fait, qui vous plaît, en affichant des valeurs en hexa, d'autres en valeurs entières, etc. Vous pouvez le sauver, par défaut, il appellera ça wave.do. Et donc on peut rejouer ça pour mettre automatiquement dans le chronogramme tous les signaux qui nous intéressent. Voilà, donc ça permet juste d'exécuter un script existant. Une autre commande qu'on retrouve et que vous retrouvez dans les scripts, ça sera vlib, qui permet de créer une nouvelle bibliothèque. Ça va créer un répertoire dans lequel QuestaSim va stocker les fichiers compilés, d'accord, qu'on aura compilés dans cette bibliothèque. Par défaut, on a work, qui est ce qui est utilisé. Dans certains cas, on utilisera une bibliothèque particulière. Ce serait typiquement une bibliothèque qu'on utilise dans plusieurs projets, dans un institut, dans une entreprise ou autre. On n'aura pas envie de recompiler à chaque fois tout ça. Donc on va en faire une librairie, et puis on réutilise ensuite cette librairie de manière plus automatique, en fait, sans recompilation. Une autre commande qui peut être intéressante de temps en temps, c'est vmap. Ça, c'est l'idée que on a une bibliothèque qui a été compilée, qui est quelque part. Et après, on aimerait qu'elle soit accessible dans mon projet. Donc, je n'ai pas forcément envie d'avoir une bibliothèque que j'ai dans chacun de mes projets si je l'utilise partout. Donc, je peux l'avoir quelque part sur un disque, sur un serveur ou je ne sais quoi. Puis après, avec ce vmap, je vais dire, eh bien, j'aimerais que ce nom-là aille pointer sur telle ou telle librairie compilée. Donc ça, c'est intéressant parce que ça permet de réutiliser une bibliothèque qui a été précompilée quelque part. Vous l'observerez dans certains scripts qu'on vous donnera. D'accord. Un truc qui existait à l'époque, en fait, de temps en temps, il fallait faire un vmap work. C'était un bug qu'il y avait dans ModelSim à l'époque. Ça n'a plus de raison d'être, en fait, à l'heure actuelle. Ensuite, la compilation. La compilation, donc si on compile du VHDL, la commande c'est vcom. Vcom à laquelle on va passer une liste de fichiers, d'accord, comme ceci. Là, je passe différents fichiers. Il y a beaucoup d'arguments différents qu'on peut passer. Là, je vous liste juste ceux qui peuvent être intéressants. En l'occurrence, c'est le choix de la norme VHDL. Donc, VHDL, il y a eu jusqu'à présent 4 normes.
VHDL 87 ou 87, VHDL 93, VHDL 2002 et VHDL 2008. À l'heure actuelle, il y a la norme VHDL 2019 qui existe, qui est sortie. Il faut juste qu'on attende un certain temps avant que les outils soient capables de l'accepter. Donc ça permet de compiler en fonction de la norme qui nous intéresse. À l'heure actuelle, on fait plutôt du VHDL 2008 parce que les outils commencent à bien le supporter. Donc on verra assez souvent un -2008 en fait à la suite de la commande. Et puis le -work permet de dire dans quelle librairie est-ce qu'on veut mettre les fichiers compilés. D'accord? Donc par défaut, ça sera dans work. En théorie, le -work n'est pas forcément nécessaire. Par contre, ça sera intéressant d'avoir un -work ma super librairie qui va me permettre de compiler des éléments dans une librairie que je pourrais utiliser ensuite. Si on fait du system Verilog, alors ça, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. La compilation se fait avec la commande vlog, où là aussi on peut spécifier dans quelle librairie est-ce qu'on veut le faire. On peut spécifier un certain nombre de fichiers qu'on veut compiler. Et puis on peut inclure des paths. On se retrouve avec quelque chose qui est plus proche du C, avec un include path pour pouvoir aller chercher différents fichiers. Là c'est une syntaxe un peu particulière avec un plus inc dir plus le chemin relatif ou absolu qui m'intéresse. Voilà, donc ça permet de compiler du système Verilog. Et puis, une fois qu'on a fait les compilations, dans l'un ou l'autre des langages, on va pouvoir lancer la simulation donc avec vsim. Vsim, donc c'est un peu spécial parce que c'est une commande qu'on a dans les fichiers .do, mais c'est aussi le nom de l'exécutable QuestaSim. Je ne sais pas si c'est une très bonne idée, mais en tout cas c'est comme ça. Et là, on peut simplement en fait faire un vsim, le nom de la librairie, l'entité qu'on veut simuler. Donc en général, ça sera un _tb parce qu'on veut simuler un test bench avec tout ce qu'il aura à l'intérieur. Ça sera en général dans work qu'on a compilé, donc on aura un work.mon super test bench _tb. Il y a aussi pas mal d'options qu'on peut passer à tout ça. Une qui peut être intéressante, c'est le -t, qui permet de définir le pas de temps d'avancée du simulateur. C'est-à-dire que le simulateur, il va commencer à 0, il va regarder que tous les signaux se stabilisent dans tous les process, et ensuite il avance d'un pas de temps, qui par défaut est de 1 nanoseconde. Ça va suffire pour la majorité des designs. Il avance de 1, s'il ne se passe rien, il avance encore d'une nanoseconde, etc. Il avance dans le temps comme ça. Donc évidemment, plus le pas de temps est petit, plus la simulation prendra du temps. Donc ça ne vaut pas la peine d'en faire un trop petit. Par contre, il faut qu'il soit assez petit pour supporter ce qu'on est en train de simuler. Si maintenant on simule des liens séries qui tournent à quelques gigabits seconde, et bien à ce moment-là, on est au-delà du gigahertz, et donc on est plus petit que la nanoseconde en fait en termes de période. Et donc à ce moment-là, il faudra simuler peut-être à 10 picosecondes pour avoir une simulation qui est correcte. Si on se trompe et qu'on ne met pas ce qu'il faut ici, donc typiquement qu'on est en dessous de la nanoseconde, à ce moment-là, la simulation va s'arrêter en disant à un moment donné, là, il se passe un truc et je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. Donc voilà, on vous le dira si vous oubliez ça. Une chose qui sera intéressante avec vsim, c'est qu'on peut aussi lui passer des paramètres génériques pour le banc de test. Quand on discute des structures de banc de test, on va voir qu'on va pouvoir faire des bancs de test génériques. Et ça sera pas mal, parce que du coup, on va pouvoir typiquement dire au banc de test, joue-moi tel test case, ou bien simule-moi mon FIFO avec telle taille de données, et puis telle quantité de données à l'intérieur de mon FIFO. Ça sera des paramètres génériques du test bench, que je vais pouvoir ensuite passer au DUT aussi. D'accord? Et donc c'est intéressant de pouvoir passer ça via la commande vsim, parce que ça veut dire que je peux le scripter, et que je peux lancer différentes simulations avec différents paramètres de simulation. Donc ça c'est assez puissant en fait comme mécanisme. Donc ça se trouvera avec un -G. Ensuite, le nom du paramètre générique égale sa valeur. Ça peut être des entiers, ça peut être des chaînes de caractères, différentes choses, d'accord? On peut avoir ou non un espace entre les deux, d'accord? Les deux sont tolérés. Et ça, c'est un truc qu'on utilisera en fait pour tous nos test bench. Voilà un petit exemple de comment serait le test bench. Là, j'ai un petit exemple de test bench qui a un paramètre générique qui est la taille, size, c'est un entier. Par défaut, il vaut 8. C'est-à-dire que si je ne passe pas de paramètres génériques à la simulation, j'aurai une simulation avec un adder de taille 8. Maintenant, si je veux changer ça, j'appelle vsim-g size égale 16, work.addTB, et là, j'ai une simulation qui va se lancer avec mon additionneur de 16 bits. Dernier exemple avec un additionneur de 32 bits. Et donc là, on voit que ça devient intéressant, parce que voilà, ce qui est intéressant aussi, c'est que je n'ai pas besoin de recompiler le tout, c'est seulement le lancement de simulation qui va changer. Et on verra dans des exemples qu'on va pouvoir lancer
du coup plusieurs simulations à la suite, ce qui sera plutôt pas mal. La commande view n'est pas spécialement intéressante, c'est juste pour pouvoir ouvrir une fenêtre. On n'aura pas tellement besoin de ceci. Ce qui peut être intéressant, c'est d'ajouter automatiquement des signaux au chronogramme, pour autant qu'on veuille lancer un chronogramme derrière. Donc ça sera un add wave, on ajoute au wave. Étoile pour dire qu'on ajoute tous les signaux courants. J'ai pas mis ici, mais avec le "-r", ça serait récursif sur l'ensemble du design. Alors ça va sur un truc assez petit. Si on est sur un projet réel, on aura tellement de signaux que ça va ralentir énormément la simulation parce qu'il va devoir stocker en fait l'état de tous les signaux à chaque cycle d'horloge. On voit que ça peut vite devenir énorme, donc ça vaut pas forcément la peine. Ça vaut plutôt la peine de vraiment sélectionner qu'est-ce qu'on a envie de montrer. On peut ajouter un séparateur qui sera juste une ligne avec un nom. Et puis on peut faire des groupes aussi. Donc ça c'est intéressant, c'est un groupe qui va pouvoir s'ouvrir et se fermer. D'accord. Donc si on a beaucoup de signaux, c'est intéressant de les regrouper de telle manière à ensuite pouvoir juste sélectionner ce qui nous intéresse. Là en l'occurrence c'est un exemple où j'aurai un groupe qui s'appelle Stimuli, dans lequel je vais mettre tous les signaux _STI qui se terminent en fait par ce suffixe. Ça permet d'automatiser un petit peu les choses. Ensuite de ça, on lance donc notre simulation. Alors, c'est la commande run qui se fait. Vous avez peut-être déjà utilisé run avec typiquement un certain temps. Donc, ce qui se fait pas mal dans des tests semi-automatiques, c'est un run 1000 nanosecondes, par exemple. Ça va juste avancer de 1000 nanosecondes. Point. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est de faire des bancs tests réellement automatiques et qui se gèrent eux-mêmes. Donc, à ce moment-là, on utilisera run-all, qui va lancer la simulation ad eternum. C'est le test bench qui sera responsable de s'arrêter quand il le désire. Donc voilà, ce qui est là, c'est les quelques commandes en fait de base qui seront nécessaires pour faire des scripts qui tiennent la route. Maintenant, on peut faire des scripts un petit peu plus complexes que celui que je vous ai montré au départ, puis typiquement séparer en fait les choses en se disant on va pas forcément vouloir toujours tout recompiler, donc c'est bien aussi d'avoir un script paramétrable. On peut lui passer des arguments en disant je veux que tu compiles, ou je veux juste que tu lances la simulation, ou que tu fasses les deux, d'accord. Par exemple, si on a un gros système, le recompiler à chaque fois n'est pas forcément nécessaire. Donc on a TCLTK qui nous permet de faire ça dans ces scripts, et puis typiquement d'analyser les arguments qu'on aura dans le script. Donc là je vous montre un petit exemple. Dans les labos, vous aurez de quoi voir en fait d'autres types d'exemples. Donc dans le script, on peut récupérer le nombre d'arguments avec un $argc, voir est-ce que j'ai des arguments. Je pourrais dire si j'ai pas d'arguments passés, à ce moment-là je fais une action par défaut par exemple. Et puis ensuite je peux récupérer les différents arguments. Donc là je peux récupérer le premier argument, voir est-ce qu'il vaut action 1. À ce moment-là je vais faire quelque chose. Si il vaut run, alors à ce moment-là, je vérifie que j'ai deux arguments, et puis à ce moment-là, je récupère le deuxième qui va me donner la taille que je veux passer à mon test bench. Voilà, donc on se retrouve sur un langage de programmation relativement facile, qui permet de faire un peu tout ce qu'on veut en termes d'analyse d'arguments. Alors je vais vous montrer un petit exemple ici avec un multiplicateur. Un multiplicateur où on va décomposer le script en fait en différents éléments. D'accord. Donc on a un test bench, un multiplicateur qui est composé de plusieurs full adders. D'accord. Donc on doit compiler deux éléments pour le design et puis compiler un élément pour le test bench. Alors mon programme principal, voilà à quoi il pourrait ressembler. Premièrement, je vérifie est-ce que work existe. Si ma librairie n'existe pas, alors je la crée ici avec vlib. Et ensuite, je me définis deux variables globales. Ça va m'aider en fait ensuite pour les scripts, qui vont me définir où est mon design à tester, ce sera mon pass VHDL, et où est mon test bench, ça sera pass TB. Et comme ça, après, je peux utiliser ces variables comme étant globales pour les compilations. À la suite, dans mon programme principal, là, j'analyse mes arguments. Alors, si j'ai un argument, je vais regarder qu'est-ce qu'il vaut. Si c'est un all, je vais exécuter la procédure do all. Si c'est comp VHDL, je compile le VHDL. Comp SV, je compile le système Verilog. Sim, je lance la simulation. Sinon, je dis, c'est pas supporté. Et puis, si j'ai pas un seul argument, à ce moment-là, je fais do all. Donc, par défaut, je vais tout faire, tout compiler et lancer la simulation. La simulation, voilà comment ça peut se passer. Donc, une procédure, c'est du TCL ici. Une procédure VHDL compile qui n'a pas d'argument.
et ensuite qui a ça à l'intérieur. On récupère les variables globales, pass VHDL, pass TB, un petit message dans la console, et puis ensuite, vcom, je compile mon full adder, mon multiplicateur et mon test bench, d'accord, avec leurs paths respectifs ici, d'accord, qui me permet de dire, bah, si maintenant je déplace mes sources quelque part, j'ai qu'une variable à changer, j'ai pas des magic numbers, mais des magic paths un peu partout dans mon script. La simulation, simstart ici, pas d'argument aussi pour celle-ci. Bah, je lance vsim-t à 1 nanoseconde de précision. Je lance mon multiplicateur testbench. Potentiellement, je pourrais lancer un script pour ajouter des signaux. Ce ne sera pas forcément nécessaire. Et surtout, bah, je fais mon run-all comme ceci. Et puis, ben, ma procédure do-all qui fait le tout, elle va faire la compilation VHDL, la compilation system Verilog, que je ne vous ai pas montré ici, et puis simstart. Donc ça va lancer le tout. Alors, il est possible aussi de faire des scripts interactifs. Il y a des gens qui font ça, où du coup on peut interagir avec le script qui va nous demander qu'est-ce que vous voulez faire. Il y a tout ce qu'il faut dans TCL pour le faire. Je ne vous le montre pas parce que je ne pense pas forcément que c'est une bonne idée. Je trouve beaucoup plus agréable en fait de lancer des scripts avec des arguments. Ça me semble plus pertinent dans le sens où ça me permet d'automatiser vraiment les choses de manière complètement correcte. Voilà, donc je préfère ne pas avoir des scripts interactifs, ça me semble plus juste. Voilà, donc ces scripts, on vous en montrera d'autres pendant les laboratoires. Vous verrez un peu à quoi ça va ressembler quand on voudra passer des arguments, typiquement aux différents, au test bench, lors de la simulation. On va pouvoir mettre ça dans les scripts aussi, passer ça aux différentes procédures. Voilà, ça c'est un peu le gros de ce qu'on a besoin pour pouvoir faire des scripts QuestaSim. Dans la prochaine présentation, je vous montrerai ce qu'on pourrait faire avec des makefiles.